je parlerai plutôt de la mémoire, non pas simplement comme souvenir, ressouvenir, remémoration, commémoration, mais ni que la mémoire comme construction, mais bien la mémoire comme destruction. Puissance anarchiste, on pourrait dire presque anarchie politique. Je m'expliquerai un peu. Je commence par presque un hommage à la mémoire analytique. Qu'est-ce que c'est que cette mémoire du côté de Freud? Je n'irai pas la chercher dans la bloc magique parce que c'est trop compliqué, trop long. J'irai la chercher dans un patient. Et c'est pas moi qui rencontre ce patient, c'est une amie à moi qui s'appelle Marthe, qui s'appelait, parce qu'elle est décédée, Francine Bedoc, qui a écrit un texte qui s'appelle La mémoire de l'oubli. Et c'était ma première soutenance de thèse avec elle. Elle me raconte, dans sa thèse, elle le raconte, et dans son livre aussi, que, vous allez voir, c'est très rapide, en analyse, elle reçoit un juif d'origine allemande dont les parents étaient morts dans les camps de concentration et qui avait un nom allemand qui s'appelait Katzmann. Quand il rentre en France, au bout de 2 ou 3 ans, il décide donc de changer de nom. Ce nom était... Ça renvoie aussi à, pour ceux qui s'intéressent, ça renvoie aussi à Celan, dont je parlerai, mais je n'aurai pas le temps de parler de Paul Celan, qui lui-même qui a fait un livre de poésie qui s'appelle Pavot et mémoire. Un livre exceptionnel sur le travail de la langue elle-même, quand elle se prend elle-même comme objet de rejet. La langue allemande, bien sûr. Donc, Katzmann, ce monsieur, demande un entretien analytique avec cette personne qui s'appelle Francine Bedoc et lui raconte son histoire. Il dit, je vais donc à la mairie d'Aix et je demande à changer de nom. On me dit, à l'époque, c'était assez facile. On lui dit, comment vous appelez? Il réfléchit 30 secondes, il dit, mais pour les juifs, Shalom. Il se raconte que Shalom, c'est la traduction l'homme-chat de Katzmann. Quelle mémoire. Cette mémoire vient le perturber. Et il se dit, j'en sortirai jamais. Donc, on voit bien que, déjà, si je commence par Freud, mais pas par Freud, par une analyse un peu plus déconcertante de quelque chose qui serait une mémoire dont il faudrait différencier mémoire. Il n'y a pas de mémoire collective. Pour moi, ça n'existe pas. C'est un mythe politique. La mémoire est du côté du souvenir, c'est-à-dire ce qui vient par-dessous, du ressouvenir, c'est-à-dire le plus lointain qui revient par-dessous à travers un autre dessous. C'est en dessous, c'est, je dirais, sous la chapelle, la crypte. Et puis, ce souvenir est un verbe pronominal. Quand on se souvient, ça touche le sujet. Il n'y a pas de souvenir en commun. On peut construire des communautés en souvenir d'eux. Mais vous voyez que ça ne tient pas. Enfin, pour moi, ça ne tient pas. Alors, oui, mémoire comme destruction. C'est pas évident. On a bien l'impression que dans notre monde contemporain, la mémoire, c'est ce côté positif qui fait que le passé reviendrait au présent pour nous indiquer d'où nous venons, qui nous sommes. Bref, toutes ces espèces d'identités flottantes qui ne réclament qu'une chose pour moi, c'est de les prendre à l'envers. Et la mémoire, je dirais, doit rester, dans ce que j'en conçois, le trou de mémoire, tout oublieuse de son infidélité. On ne me demande pas de commenter chaque phrase, on n'a pas le temps. Mais entendez bien, la mémoire toute oublieuse de son infidélité. Si on avait une mémoire fidèle, je dirais, Borges en parle, dans De funeste la mémoire, on ne tiendrait pas le coup longtemps. On en mourrait. Ou on en meurt, ou, excusez-moi, je refais, alors je mélange, je fais encore une aparté, je vais mélanger, parce que c'est moi, et que je suis mélangé, entre des bifurcations psychanalytiques, pas cliniques, plus fondamentales que ça, philosophiques et esthétiques, ou artistiques. Donc tout ça, pour moi, dans ma tête, ne fait qu'une seule discipline. J'espère que c'est penser. C'est la discipline, c'est la pensée. Mais bon, je ne suis pas sûr que penser soit une forme disciplinaire, au contraire.
pensée nous amène ailleurs. Donc, je travaillerai plutôt la mémoire comme destruction, et non pas comme reconstruction sans perte. La mémoire est donc une destruction et du passé et du présent, et ça commence comme ça. Ô muse, raconte-moi la colère d'Achille. Homère. Les muses, elles ont comme fonction d'être cette mémoire extérieure, ce que les Grecs appelaient upomnéma. Upomnéma, c'est la mémoire. Upomnéma, c'est la mémoire en dessous. C'est-à-dire, nous, on a traduit par souvenir. C'est la mémoire en dessous. Alors, je dis tout en vrac. Cette mémoire d'en dessous, elle n'a rien à voir avec le corps. Elle n'est pas incorporalisable. Elle est ce qui renvoie, on pourrait dire, à la page blanche, au fond des cavernes, à la page blanche du poème. Elle est à la fois pure, cette mémoire est pure, parce qu'elle n'a aucun souvenir. C'est paradoxal, vous allez me dire. Non, pas du tout, c'est pas paradoxal du tout. C'est que notre monde a positivé les concepts parce que la négativité au travail est insupportable. Alors là aussi, je ne vous dis pas pourquoi, mais elle est insupportable. Ou plutôt, on la supporte à son insu. D'où l'idée que le trou de mémoire est peut-être ce qui est insupportable, c'est-à-dire ce qui me porte à mon insu, non pas simplement du côté du passé, mais du côté du futur antérieur. Alors, ô muses, raconte-moi la colère d'Achille. Les muses sont à l'extérieur d'Homère, à l'extérieur du sujet. La mémoire est à la fois donc un dépôt extérieur au sujet, et le sujet, lui, est du côté du souvenir ou du ressouvenir. Mais la mémoire n'appartient pas à l'univers de l'individuation. Ça ne veut pas dire qu'il appartient au collectif. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un lieu extérieur à moi, au sujet, pour que quelque chose de la mémoire puisse ne pas être lesté, pesé, alourdi par les affects. Alors entendez bien qu'alourdi, pour moi, c'est pas péjoratif. Hein, c'est chaque phrase que je dis, on pourrait m'arrêter et dire, attendez, justifie-toi. Je n'ai pas le temps, puis à mon âge, si on commence à se justifier, je veux dire, il faudrait qu'on soit presque immortel. Donc, elles détiennent, les muses détiennent, supposez, la mémoire, mais la mémoire, c'est pas, chez les muses, c'est pas ce qui a été. C'est à la fois ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette mémoire originaire, fondamentale, qui elle-même sort de la temporalité, sort du temps du chronos, pour devenir aion chez les Grecs. Alors excusez-moi là aussi, je parle un peu grec, mais aion chez les Grecs, c'est le temps qui ne se prend pas en mesure de la chronique, ni de la chronologie. Ce n'est pas le temps des horloges, c'est la temporalité, ou Heidegger dirait la temporalité. Donc il y aurait un temps que la mémoire suspendrait à son envers ou à son autre. Et voilà pourquoi je l'appelle anarchiste. Parce que c'est un temps qui détruit complètement nos trois moments, ce qui a eu lieu, ce qui a lieu, ce qui aura lieu. Nous ne sommes plus là, nous n'avons plus que le lieu. Voilà. Il n'y a plus le verbe avoir. Nous avons un lieu. Ce lieu, je vais aussi très rapidement vous le... Ce lieu, c'est le blanc, c'est le pur. Pur, pas au sens éthique, pas au sens moral. C'est le pur au sens de vierge. La mémoire, fondamentalement, est vierge. Rien n'est inscrit sur les tables de la loi. Voilà pourquoi Moïse les casse. Les tables de la loi sont au départ cassées par Moïse. Après, la religion va venir. Elle va vouloir que quelque chose soit inscrit. Mais ce qui est inscrit au départ sur les tables de la loi cassées par Moïse, c'est l'écriture elle-même comme signe de son absence. Comme puissance de ne pas. Est-ce que c'est trop compliqué? Non, c'est vrai, je peux. Comme puissance de ne pas et non comme puissance de pouvoir. Nous sommes là dans l'envers, très tôt, dans l'envers d'une mémoire comme réceptacle, comme cora sémiotique, comme moment où le sujet se découvrirait produit, fabriqué par ce qu'il y a derrière lui. Maintenant, derrière moi, il n'y a rien.
c'est pas un terme nihiliste non plus, c'est plutôt un terme anarchiste, anarchisant, mais au sens anarchos en principe, comme Dieu. Dieu n'a pas de mémoire, parce que Dieu est fondamentalement sans principe. Donc anarchos, si Dieu avait des principes, ça serait sa limite, s'il est limité, il serait limité dans l'espace et dans le temps, il perdrait donc ces attributs impossibles que sont l'éternité, la puissance infinie. Mais puissance infinie de quoi? Ou de faire ou de ne pas faire. Parce que dans la puissance infinie, il y a à la fois la puissance comme possibilité de faire quelque chose, ou comme possibilité de ne pas faire. Je reviens, vous voyez, je bifurque, je reviens sur cette idée que le trou de mémoire, ou la mémoire comme trou, ou le souvenir troué, c'est la vie. Il y a un enfant non, un jeune de 30-35 ans, autiste, qui 30 ans après redessine une rue de Palerme où il a vécu de l'âge de sa naissance jusqu'à 7 ans, 8 ans. 30 ans après. Les médecins s'aperçoivent de ça et décident d'aller voir cette rue à Palerme. Ils vont voir la rue à Palerme. Tout était transcrit, sans perte, sans métamorphose, sans transformation. Pour lui, donc, le réel faisait signe de lui-même. C'est-à-dire, il avait consigné ça au fond. Alors, où? Ça, peu importe, où y a-t-il un lieu pour ça? J'en sais rien, c'est pas mon champ d'interprétation. Il n'empêche qu'il n'y avait pas de transformation. Et ceci explique une forme d'autisme. L'autisme, c'est quand même quelque chose qui se dirait pris par la répétition, non pas du même, mais de l'identique, sans transformation, sans temps. Et la répétition, depuis Freud, on le sait ailleurs, c'est la mort. C'est la pulsion de mort. Dans l'hypertrophie de la mémoire, répondez, c'est pas important. Excusez-moi. Si vous le dites. C'est pas grave, C'est un surgissement. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas moi qui vous appelle. Ça, vous pouvez être sûr. Oui. Pulsion de mort liée à l'autisme. Pulsion de mort liée à l'image, arrêtée dans le temps. Et peut-être, là c'est une piste que je lance comme ça au hasard, répétition de l'éternel retour. Dans le retour éternel, tel que Nietzsche le pense, et je dirais, d'une manière abyssale. Peut-être que s'il y a le retour éternel, non pas du même comme pour lui, mais de l'identique, il n'y a plus d'image possible. C'est-à-dire la mémoire devient tellement adéquate à l'objet qu'elle se présentifie que l'image est de trop. C'est compliqué, hein. C'est donc à la limite extrême, je dirais, de la répétition de l'identique, il n'y a plus d'image, il n'y a plus d'imaginaire. Mais il n'y a pas le blanc dont je parlais au départ. Il y a peut-être une confusion qui fait que l'image prend toute la place et qu'elle n'est ni interprétable et qu'elle échappe au sens. C'est une première possibilité. Je tourne un peu, je ne prends pas trop de... Quelle heure c'est pas? Je fais une... Est-ce que je peux faire une petite intervention par rapport à ce que vous dites? Il y a une peintre qui s'appelle Cea Stoczka, qui est une peintre rome, qui a été dans les camps et qui n'a commencé à peindre son histoire des camps que 50 ans plus tard. Elle a une peinture très forte, très puissante. Elle a été présentée à la Antoine de Galbert, dis-moi comment ça s'appelle, à la Maison Rouge. Ah oui. C'était un travail qui a beaucoup impressionné.
une amie parlait à un conservateur à Pompidou en lui posant la question pourquoi est-ce que Pompidou ne serait pas intéressé par des œuvres de Gérard Stochka. Et la réponse de ce conservateur avait été c'est parce qu'elle n'a pas peint pendant qu'elle était au camp, qu'elle était dans les camps. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette remarque du point de vue d'un conservateur de musée? C'est dommage qu'il n'applique pas sa formule à lui-même. C'est-à-dire que je sors du musée parce que j'étais pas là quand c'était là. Non, écoutez, il y a des choses qui amènent à penser, d'autres pas. Ce que peint la personne dont vous dites, oui, ça m'amène à penser. Lui, ce qu'il veut, oui, je comprends ce qu'il veut. C'est très simple. Ce qu'il veut, c'est que l'actualité et l'histoire se rejoignent dans l'art. Et peut-être que, je dirais, il est plus fait pour conserver Pompidou que le musée. Mais c'est celui qui a exposé Charlotte Salomon aussi, il me semble que c'est. Je ne connais pas. Qui était une jeune femme qui, elle aussi, a raconté les camps, mais en temps présent. On a gardé la trace de ce qu'elle a raconté, parce qu'elle ensuite elle a été. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Peut-être qu'il le sait lui-même, enfin, je ne sais rien. Je n'ai pas trop de. Pas d'interprétation, sinon dans la violence de l'interprétation, mais. Et dans la mémoire et la destruction, parce que c'est quand même quelque chose qu'elle a gardé en mémoire quasiment 50 ans, et elle est autodidacte, et 50 ans plus tard, elle s'est mise à peindre. C'est une mémoire, c'est la même chose que celle dont je parlais, cet enfant, cette personne autiste. C'est pas une mémoire, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, quand ils arrivent un peu à sortir de ça, ils disent qu'ils pensent pas par concept, ils pensent par image. Ça veut rien dire penser par image, c'est compliqué. Par exemple, Donna Williams dira, quand on emploie le mot chien, je sais un peu ce que ça veut dire un chien, mais je vois une dizaine de chiens que j'ai rencontrés, que j'ai photographiés, qui m'ont imprégné, et j'arrive à la discussion. Mais c'est trop tard, puisque la phrase continue. Donc il y a un arrêt, vous voyez, il y a un arrêt, c'est pour ça que j'appelle ça anarchisant presque. Ça détruit le sang de mémoire, je dirais, hypertrophié, est une destruction de la temporalité, de la spatialité et de l'interprétation. Il n'y a plus d'interprétation possible. Je ne sais pas non plus, excusez-moi, ça serait plus long de développer la différence qu'il y a entre mémoire, souvenir, ressouvenir, mémorisation, intériorisation. Enfin bon, après c'est un ergote, c'est pas très important. Mais je ne peux pas répondre. Votre question a sûrement d'autres ramifications plus intéressantes que celles que je peux vous dire. Faisons un petit détour par Platon, 30 secondes. C'est important, puisque déjà, après les Muses, Platon va nous dire que nous nous souvenons, je vais rapidement, c'est dans le Phèdre et dans le livre 10 de la République de Platon. Platon va nous dire, il ne s'agit pas de retrouver Platon, il s'agit de nous dire qu'est-ce qu'il nous dit déjà, aussitôt que ça. Platon va nous dire qu'il y a une mémoire non personnelle, qui serait celle de l'âme, qui s'incorpore, mais que pour que cette mémoire de l'âme puisse trouver un corps pour se mettre, il faut que dans la rencontre hasardeuse, mais en même temps voulue, il y a tout un jeu de passe-passe chez Platon, il faut que cette âme boive de l'eau du fleuve Amélès, c'est-à-dire, Amélès, ça veut dire sans souci. Et grâce à ça, il faut qu'elle oublie, c'est-à-dire l'été, et que la vérité va être aletheia, c'est-à-dire ce qui est non oublié, mais le A peut être aussi copulatif, c'est-à-dire le sujet est fabriqué, pour Platon, entre oubli et mémoire, oubli, mémoire, mais qu'il faut oublier. Pour naître, il ne faut pas que le passé, intellectuel chez Platon, c'est l'âme connue, il faut que le passé, on pourrait dire intellectuel et connaissant de l'âme, soit effacé. Et Platon est assez subtil pour donner deux directions. Je les donne rapidement. La première, c'est que nous sommes la mémoire. Je parle d'abord de la mémoire puis du souvenir. La mémoire s'inscrit comme trace sur ce qu'il appelle la chora. C'est un lieu. Cette chora, c'est le bloc magique de Freud, c'est le bloc magique des enfants, l'ardoise. C'est-à-dire, c'est une argile qu'on aurait dans le corps comme argile. Mais cette argile on inscrirait les choses dessus.
Si l'argile est trop dure, les choses s'inscrivent pas. Donc on est dans l'idiotie. Les choses s'inscrivent pas. Si elle est trop molle, elles s'inscrivent, mais elles s'effacent tout de suite. Si elle est gromuleuse, elles s'inscrivent, mais avec des ratures. Des moments où ça ne s'inscrit pas. Bref, ce que va montrer Platon, c'est que la mémoire, c'est tout ça. C'est pas l'inscription. Là, avec l'inscription, on est du côté sémantique et pas du côté ontologique. Le côté ontologique ou poétique, c'est de dire qu'au fond, la mémoire est un quelque chose qui au départ est vierge. Et pour que les âmes renaissent, il faut qu'elles j'allais dire, ce que disait une Anglaise, on lui demande à 18 ans, est-ce que vous êtes vierge? Elle a dit, pas encore. Et donc, c'est un peu ça, l'âme de Platon, c'est cette vierge qui dit, je ne suis pas encore vierge, mais je le deviendrai, grâce à la métamorphose des âmes, enfin, la renaissance. Donc, il y a Platon qui en parle de ça, très tôt. Ensuite, alors, je suis inquiet par le temps, quand même. On vous interrompra, vous ne vous en faites pas. Non, mais... On a un peu de temps, mais non, mais je veux dire, c'est élastique, on ne sait pas. Non, mais je dis une petite page, mais après, écoutez, le reste, l'écriture, c'est l'effacement. Il n'y a d'écriture qu'effacée. L'écriture, c'est l'effacement, sinon, si par malheur, l'écriture était, pour le sujet, je parle, écrire, c'est la lettre, hein, c'est ce qui fait qu'au fond, je me souviens. Si par malheur, il n'y avait pas en même temps, je dirais en même temps parce que nous sommes dans un temps de rapport hors rapport, c'est-à-dire un rapport d'immédiateté n'est pas un rapport, c'est un rapport de coalescence. En même temps que j'apprends, je désapprends. En même temps que j'écris, que le texte s'écrit, il se désécrit. Je dirais dans le corps, hein, c'est pas le papier. Cet en même temps fait que la trace est à elle-même, dans sa possibilité d'exister, son effacement. Toute trace est faite pour être effacée. Une trace qui ne s'effacerait pas donnerait un palimpseste tel qu'au bout de quelques années de vie ou quelques temps de vie, tout serait embrouillé. Les signes se chevaucheraient et, en se chevauchant, annihileraient le texte. Supposez que le sujet soit un texte, puisque la mémoire c'est un texte. Donc il faut donc que la mémoire ait en elle-même cette capacité de travailler à son propre effacement. Si cette mémoire ne travaille pas à son propre effacement, alors le sujet serait soumis à un embrouillamini tel que ça serait, c'est pas la psychose, c'est plus compliqué que ça, ça serait le chaos d'où on ne sort pas, c'est-à-dire le sujet n'aurait plus aucun rapport à sa propre lisibilité de son passé, de son présent et de son futur. Il serait confisqué de tout ça. Il serait devant un monde abyssalement chaotique. Il ne se repérerait plus. Certains schizophrènes sont un peu comme ça. Certains schizophrènes, dans l'état de choc, sont dans l'espace et dans le temps complètement perdus. Voilà pourquoi même Houry faisait des électrochocs. C'est après. L'électrochoc, ça vous chante la mémoire. Alors, si on le fait d'une manière biologique, ça veut rien dire. Ce que faisait Houry, c'est qu'après cet état de choc, il restait 1 ou 2 jours avec le patient schizophrène pour reparler avec lui, recomposer un bout de passé, recomposer des petits machines comme ça, de briques et de brocs. Ça tenait 2 ou 3 ans. C'était des fermiers qui appelaient Houry, qui disaient bien, il allait en mobilette à l'époque, il faisait 16 électrochocs dans un coup. Et ça repartait alors. Bon, pas bon. C'est pas, je ne légitime pas Artaud. C'est pas de ça dont je parle, c'est plus... À l'époque, c'était violent. Donc cet électrochoc, il crée un trou de mémoire. Après, il y a d'autres choses, si vous voulez. Alors, la mémoire, c'est... Regardez les cavernes, les mains négatives dans les cavernes. Ben, c'est parce que c'est des... Tout est oublié sauf la main, la trace de la main. Le corps n'y est plus. Quand ils peignent les animaux, ils les peignent en entier. Quand ils disent qui ils sont, c'est-à-dire le souvenir de l'homme est un souvenir amputé d'une présence de la totalité. L'homme se bâtit ou se construit un univers de représentation amputé de la plus grande partie. Il ne laisse plus que la main. Tout le reste a disparu. Est tombé dans le trou de mémoire, et pourtant, grâce à ça, on sait que c'est un homme ou une femme, peu importe, qui a peint.
On sait donc que le trou que laisse la mémoire est un trou qui touche l'humain, alors que les animaux n'ont pas de trou de mémoire, parce que je pense que, comme ma clé se souvient de ma porte. Hein. Mais j'allais dire, c'est pas. Alors, j'aurais voulu parler un peu. Non, après, écoutez, ça serait trop. Non, je voudrais finir sur. Je dis peinture, c'est compliqué peindre. C'est sur le tableau circulant de Mylène. Bien sûr qu'il y a. Quand on le regarde, on peut pas. Il y a des tableaux, on ne peut pas tout voir. Il faut donc que le tableau, qu'on circule dans un tableau comme le bras a pas circulé, comme le bras a, je dirais, s'est baladé sur la toile. Donc quand on regarde ce tableau, on est condamné, on est obligé, non pas de suivre le temps de son inscription ou de sa fabrique, mais on est obligé de sortir du temps de l'immédiateté pour avoir en mémoire, comme une pièce musicale, ce qu'on vient de voir qui persiste dans ce qu'on est en train de voir pour pouvoir avoir accès à ce qu'on n'a pas encore vu. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Avec effectivement des rappels sur la mémoire, on en parlait tout à l'heure, c'était, Mylène, aidez-moi, Corée. Oui, Corée, c'est Corée, Perséphone. Oui. Oui, non, mais ça, c'est pas. On a parlé d'autre chose, puis je l'ai reperdu. Non, mais c'est ça va. C'était sur la. Voilà. Non, mais ça, c'est moi, c'était pas avec vous. On pourrait se dire que dans ce tableau-là, Corée, voilà, Corée, c'est la personnage principal. Elle est en blanc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous voyez, j'oublie. Elle est en blanc, elle est là. Et que ce blanc, non pas se déplace, mais dans chacune des figures peintes féminines, il y a Corée représentée tout entière, absente. Voilà ce que je pense. C'est que les jeunes filles qui sont là, peintes, sont Corée tout entière représentée absente. Ce qui pour moi est fascinant. Hein. C'est-à-dire, ce trou, c'est le trou de... Elle rejoint là qui? Paul Klee. Paul Klee sur le point gris. Pas gris, c'est-à-dire ce point qui sort par-dessus l'abîme, qui saute au-dessus de la toile, qui fait trou dans la représentation. Mais ce trou dans la représentation, c'est la possibilité qu'on a de voir. Et donc, ce trou dans la mémoire, c'est la possibilité qu'on a de se souvenir. Ce trou, il se déplace en mécanique, en logique, c'est l'ensemble vide. Il se déplace ailleurs. Ce trou, vous voyez, ce trou, ce vide, les taoïstes vont le reprendre avant nous. C'est donc peut-être ce que je voulais peut-être conclure là-dessus, si vous voulez, c'est que une mémoire sans trou serait monstrueuse. Un trou sans mémoire est impossible. Il y a donc dans la mémoire quelque chose qui revient, parce que la mémoire est elle-même mémorisation de son propre passé, mais ce passé, il n'existe nulle part, il est blanc, il est vierge, il est pur, entre parenthèses, il est néant, virgule, à hauteur d'homme. Voilà, je peux conclure là-dessus, puis là, excusez-moi, j'ai raccourci, mais la vie est un raccourci, sur l'éternité, bien sûr.